Bonjour à tous, bienvenue sur Échec et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut Romu, salut à tous. Donc aujourd'hui, on a décidé avec Laurent de vous présenter une partie jouée au championnat d'Israël en 2008 entre le dénommé Alexander Koundin et le grand maître relativement connu, Semen Dvoiris. On va se placer du côté des Noirs puisque ça s'était plutôt bien passé pour eux dans la partie, donc on va essayer de regarder ça du bon côté de l'échiquier. Et c'est une Najdorf, donc une grande spécialité de Dvoiris d'ailleurs. Et de toi. Vous êtes les deux spécialistes, je crois. Oui, disons que lui c'est le spécialiste des victoires et moi des défaites. Voilà, on s'est partagé les rôles. Donc une Najdorf, voilà les coups introductifs de cette célèbre variante. L'adversaire de Dvoiris, Koundin, a décidé de jouer fou E2. On va passer relativement vite sur l'ouverture parce qu'on ne souhaite pas en faire une étude détaillée. Et donc après E5, cavalier B3, fou E7, fou E3, ce sont des coups relativement classiques. Ici, les blancs ont décidé de s'imposer directement sur la case D5. Vous savez, depuis qu'on a parlé de ce type de structure dans les siciliennes, que la case D5 est particulièrement importante. Les blancs, en jouant cavalier D5, abandonnent le pion E4, mais évidemment, il ne va pas être prenable, parce qu'après fou B6, la dame est attaquée, mais surtout, cavalier C7 va arriver et faire beaucoup de dégâts, donc traditionnellement, on ne regarde pas vraiment ce pion E4 quand on a les blancs. On va plutôt essayer de finir de se développer efficacement. Donc cavalier BD7 permet notamment de reprendre le contrôle de la case B6. Et ici, Romu, Koundin a joué dame D3, qui est un coup assez populaire en ce moment. Oui, il y a quelques joueurs qui sont essayés à ce coup. L'idée étant, de défendre le pion E4. Bon, même si on a vu que ça pouvait être dangereux de le prendre, mais quand même à un moment, peut-être il faudra quand même le défendre. Deuxièmement, on se garde des options, l'option de faire le grand roc peut-être avec les blancs, ça peut arriver, ou tout simplement de faire le petit roc, mais de laisser la tour A1 arriver en D1 et conforter le contrôle de la case D5 qui a été affaibli par le coup E5 dans la structure traditionnelle de Boleslavski de la Najdorf. Voilà, dans certaines lignes, ça peut permettre aussi à la dame de coulisser, aussi bien à gauche qu'à droite. Bon voilà, c'est un placement intéressant. Et ce qui nous intéresse plus encore, c'est l'échange qui va survenir maintenant après la transformation de la structure. Fou prend D5 et E prend D5. Donc cette structure, elle n'est pas propre à la sicilienne Najdorf. On peut la retrouver dans différentes variantes de la sicilienne, évidemment. Et on pense notamment au match entre Caruana et Carlsen, le dernier match de championnat du monde, pendant lequel ils ont discuté plusieurs fois de cette structure de pion. Oui, c'était pas une Najdorf, c'était une Sveshnikov, mais la structure est complètement identique. À savoir, les blancs ont une majorité de pions sur l'aile dame. On voit les pions A2, B2, C2, D5 qui font face aux pions D6, B7 et A6. Donc, naturellement, les blancs vont chercher à mettre en marche leur majorité de ce côté-là, notamment le pion C qui pourrait s'avancer un jour éventuellement en C5, parfois soutenu par le pion B4. Et évidemment, les noirs ont une majorité de pions sur l'aile roi, avec les pions EFGH contre FGH. Donc les noirs vont, eux, chercher du jeu plutôt sur l'aile roi et essayer d'attaquer sur cette aile en mettant en marche notamment le pion F jusqu'en F5 et ensuite essayer d'avancer ces pions de façon à perturber un peu les pièces blanches et peut-être aussi attaquer le roi si les blancs font le petit roc. Ouais, c'est ça. Les plans sont bien définis de part et d'autre. Et ce sont des positions, enfin des structures en tout cas extrêmement classiques et bien connues des joueurs de sicilienne normalement. Oui, c'est très classique. Donc là, c'est un changement de structure qui
qui est extrêmement courant dans la Najdorf notamment, mais encore une fois, comme on l'a dit, dans pas mal de Siciliennes. Ok. Donc là, il a joué Petit Roc. Ok, Dvoiris décide de rocker. Alors, il aurait peut-être pu retarder le rock, mais c'est pas choquant ce qu'il a joué ici. Et les blancs dans cette position, par contre, avaient une autre option que le coup qu'ils ont joué. Donc, dans la partie, il a joué de façon, il a joué à la main, on va dire, avec Petit Roc, mais en prenant en compte ce que tu viens de nous expliquer sur les plans respectifs, on pouvait ici penser au coup G4. Oui. Bon, G4 dans la sicilienne, c'est pas une nouveauté théorique, hein, c'est un coup que l'on rencontre souvent chez les blancs. L'idée étant de chatouiller un peu le cavalier F6. Alors, pour deux raisons, soit pour essayer d'attaquer le roi avec le soutien du pion H qui peut arriver, H4, H5 éventuellement, et bien sûr le grand roc. Et aussi faire dégager ce cavalier F6 de sa case préférentielle et gagner un peu en contrôle au niveau du centre, les cases D5 et les cases E4. Donc G4, c'était un moyen un peu plus actif de jouer avec les blancs. Alors bien sûr, les noirs auraient certainement continué de manière assez traditionnelle, même s'il y a plusieurs options ici. D'ailleurs, en cherchant dans la base de données la partie que l'on vous présente aujourd'hui, on s'est rendu compte que Dvoiris avait déjà joué cette position, et lui avait joué E4. Ouais, face à Dolmatov en 2000. Ouais, alors E4, c'est un coup qui peut venir à l'esprit. C'est peut-être pas le premier coup, en tout cas, c'est pas le coup peut-être le plus évident, mais c'est un coup qui vient à l'esprit. Les noirs avancent leur pion majoritaire, à savoir le pion qui n'a pas de pion adverse devant lui. Et en attaquant la dame, il libère par la même occasion la case 5 pour le cavalier qui attaque le pion en G4. Et si le pion G s'avance en G5, le cavalier F6 pourra se rapatrier en D7. Et avec une tour en C8, voilà, un jeu à peu près normal. À peu près normal dans la sicilienne, c'est-à-dire très échevelé, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, après, ça reste bien sûr compliqué, mais un placement de pièces de tout ce qu'il y a de plus naturel. Ouais, tout à fait. Donc Dvoiris, c'est clairement un joueur d'attaque qui aime aller au combat et ainsi de suite. Donc on comprend pourquoi face à Dolmatov, il a choisi E4. Mais on pourrait aussi traiter ça de façon un petit peu plus calme avec notamment cavalier B6, pourquoi pas. Et après C4, tour C8, cavalier D2, cavalier A4. On arriverait au type de position, voilà, G5, cavalier D7, on arriverait au type de position dont on va parler un petit peu après, avec notamment un blocus au niveau de la case C5 et pourquoi pas des perspectives de contre-jeu par B5 ou ce genre de choses. Voilà, les coups que je viens de faire défiler là sont issus d'une partie entre Short et Leitao à Istanbul en 2000. Voilà, ça vous prouve que ce coup G4, il est quand même pas... il n'est pas si rare que ça, il est intéressant, mais c'est pas quelque chose de décisif. Simplement, ça aurait donné un petit peu plus de vie à la partie que le coup choisi par les blancs, Petit Roc, qui est finalement presque trop neutre, non ? Ouais, c'est ça. Et le problème des blancs, c'est que ils finissent le développement, bien sûr, avec Petit Roc, mais ensuite leur position va manquer un peu de perspective, alors que les noirs, eux, vont avoir un plan tout tracé, parce que on a parlé des majorités. Bien sûr, les blancs ont une majorité de pions sur l'aile dame, mais on va voir que les noirs vont parfaitement bloquer le jeu blanc sur l'aile dame et en même temps avoir les mains libres de l'autre côté, ce qui est rarement une bonne idée pour les blancs. Donc, d'ailleurs, le jeu s'est poursuivi de manière assez normale par cavalier B6. Donc, il fait pression sur le pion D5. Alors ça fait pression sur le pion D5, mais peut-être que les gens qui sont pas trop habitués à ce genre de structure vont se dire ok, je fais pression sur D5, mais par contre j'incite les blancs à jouer leur pion C, alors que justement c'est leur plan. Donc ici ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes on incite les blancs à jouer le coup C4, mais désormais c'est plus difficile d'aller plus loin parce que lorsque les blancs vont vouloir jouer C5, leur pion D5 sera sous pression justement par les deux cavaliers. Et d'autre part, avec cavalier B6, on est en train de libérer la case D7 pour le cavalier F6. Notre cavalier B6 pourrait lui venir sur la case A4.
et on va prendre le contrôle quasi définitif et quasi absolu de la case C5, ce qui nous amène au fameux blocus dont tu parlais. Si je congèle l'aile dame, alors je suis le seul ensuite à avoir des perspectives sur ma propre aile, avec notamment le coup F5, le coup fou G5 dont on va parler juste après. Donc ce coup cavalier B6, il est peut-être pas si intuitif que ça quand on l'a jamais vu, mais on espère qu'avec notamment ces petites flèches, vous comprenez mieux de quoi il en retourne. Alors, puisqu'on parle de blocus, ici le coup de Dvoiris est instructif d'ailleurs, hein, Romy. Oui, il joue à 5. Donc l'idée, c'est, on l'a dit, les blancs rêvent d'avancer un jour leur pion C jusqu'en C5, et là, ils vont clairement avoir besoin du pion B, donc qui s'avancerait en B4. Donc avec A5, on fait un peu de prophylaxie, ça fait pas de mal, pour justement freiner l'expansion des blancs sur l'aile dame. Donc après A5, le joueur avec les blancs a joué cavalier D2. Donc bon, on peut comprendre ce coup parce que il veut libérer les pions A et B. Il veut certainement préparer B4, donc il veut faire A3, B3, A3, B4, quelque chose, tour B1 peut-être avant, je ne sais pas. En tout cas, essayer de préparer cette avancée sur l'aile dame, et donc il a besoin de dégager le cavalier qui gênait un peu. Et ce même cavalier d'ailleurs souvent ensuite se transfère vers l'aile dame, notamment par B1, C3 et ainsi de suite. Ouais, c'est une manœuvre assez classique. Et Dvoiris joue cavalier FD7, qui rentre dans la logique de la position, comme on l'a expliqué juste avant. Il accentue le blocus de la case C5 et en même temps, il libère son pion F qui va pouvoir maintenant s'avancer et mobiliser ainsi sa majorité. Ouais. Donc là, on a l'impression quand même que Dvoiris, qui avait quand même un petit peu plus d'expérience et qui est un joueur plus connu, en tout cas à l'époque était un joueur plus connu que son adversaire, on a l'impression que les Noirs sont déjà en train de prendre une petite initiative là. Ouais, on l'a dit, de toute façon, on voit très bien ce que les Noirs veulent faire et comment ils vont le faire. On voit très bien ce que les Blancs voudraient faire, mais on ne voit pas très bien comment ils vont y arriver. Et donc, c'est la grosse différence, quoi. Donc, et la partie va confirmer ce jugement. Les Noirs vont facilement dérouler le rouleau compresseur sur l'aile roi, et les Blancs vont être un peu plus lents de l'autre côté, malheureusement. Exactement. Alors, faisons défiler la partie. Donc, les Blancs ont décidé de jouer F3 pour essayer de ralentir aussi l'expansion de leur adversaire, mais ça n'empêche pas F5. Cavalier B1, on en avait parlé. Et maintenant, ce coup très thématique fou G5, dans ce type de position. Le fou de case noire des Noirs n'est pas si actif que ça lorsqu'il est sur E7. Et certains vous diront même qu'il est mauvais. Et donc, chercher à échanger ce mauvais fou, c'est plutôt une bonne idée. D'autant qu'en cas d'échange des fous, on sent bien que les cases noires dans le camp des Blancs seraient particulièrement faibles dans la mesure où une grande majorité de leurs pions sont postés sur des cases blanches, et donc avec une dame et 2 cavaliers, on pourrait s'atteler à attaquer sur les cases noires. Alors c'est peut-être ce qui a incité le joueur avec les Blancs à refuser l'échange. Il a voulu conserver son fou défensif, mais désormais le fou des Noirs n'est plus si mauvais que ça, puisque il a une diagonale intéressante, on pourrait imaginer le poster un jour en F4 et attaquer vers le pion H2. Bref, c'est une sorte de chantage en quelque sorte, ce fou G5. Si les Blancs acceptent l'échange, leurs cases noires deviennent faibles, mais s'ils le refusent, le fou adverse commence à gagner en activité. Oui, c'est ça. Le fou est mieux placé, et aussi, autre utilité à ce coup fou G5, c'est que maintenant la dame D8 va pouvoir passer par F6, parce qu'avant elle était gênée par ce fou, et ainsi se joindre à l'offensive sur l'aile roi. Donc fou G5, c'est un coup thématique complètement classique dans ce genre de structure, et bien sûr Dvoiris connaît ça depuis bien longtemps. Donc là, il a continué par cavalier A4, donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le cavalier en B6, ça remplit sa mission, à savoir perturber un peu les Blancs et en mettant la pression sur D5, et libérer la case D7. Donc maintenant, il essaie de se recycler sur la fameuse case C5 pour bloquer complètement l'aile dame. Donc après dame C2, cavalier C5.
C'est le scénario idéal pour les noirs. On a bien bloqué, on a assuré la position du cavalier C5 grâce au coup A5, et maintenant on a les mains libres de l'autre côté. Donc là, Kundin a joué cavalier C3, dame F6, logique, fidèle à la stratégie initiale, à savoir attaquer le roi. On en ramène la dame. Là, il joue B3. Donc ça il faut peut-être qu'on explique un tout petit peu. On a dit qu'il fallait jouer B4 avec préparer la poussée B4 avec les blancs. Donc on pourrait être intéressé par le coup A3. Mais ça, c'est un scénario assez typique. C'est qu'après A3, ici, les noirs ont un moyen de bloquer complètement l'aile dame par le coup A4. Et maintenant, bien sûr, si les blancs jouent un jour B4, évidemment, les noirs prendront en passant. Et il n'y aura plus aucune chance pour les blancs de réaliser la poussée C5 à un moment. Et donc, plus aucun jeu sur l'aile dame. Et donc, c'est juste stratégiquement très compromis pour les blancs. Ouais, les blancs n'ont plus de plan actif, ils vont subir le jeu complètement et les noirs vont pouvoir s'amuser sur le terrain qui leur est réservé, c'est-à-dire l'aile roi. Donc, effectivement, ça c'est très thématique au niveau des structures de pions. On commence par B3, on anticipe A4. Ce qu'on a envie de dire ici pour les blancs, c'est que ils font attention à ne pas se faire bloquer, mais de notre côté, c'est très très lent. Et pendant ce temps-là, les noirs sont en train de s'organiser très sérieusement pour attaquer sur l'aile roi. Donc, la course est en train de basculer très clairement en faveur des noirs. Oui, c'est très lent, alors que les noirs, on voit que la dame va arriver. D'ailleurs, c'est le prochain coup, dame H6. Il joue roi H1. Bon, on va pas discuter de tous les coups, voilà, mais voilà. Pour comprendre roi H1, il faut regarder les deux prochains demi-coups, c'est-à-dire que les noirs ont proposé l'échange avec fou E3 et les blancs ont tenu absolument à conserver leur fou de case noire coûte que coûte. Ça, c'est quand même une décision un petit peu délicate parce que, ok, on a gardé notre fou pour défendre les cases noires, en revanche, on a concédé la case E3 pour le fou, qui est juste exceptionnel sur cette case-là. Donc sans doute valait-il mieux accepter l'échange des fous de case noire et ne pas supporter l'insupportable, on va dire. Ne pas accepter plutôt l'insupportable. Oui, ça rappelle parfois l'Est indienne aussi. Dans l'Est indienne, on voit une manœuvre où le fou passe par H6 et E3, et en général, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les noirs, puisque le roi devient très très faible. Le roi blanc devient extrêmement faible. Donc là, c'est sans grande surprise que les noirs vont continuer à attaquer. Donc ils ont joué tour F6. Donc il n'y a pas de raison. On amène du renfort. Tout le monde participe à la fête. A3, donc les blancs continuent leur idée. Tour A F8, donc on mobilise vraiment tout le monde. Et maintenant B4. Donc ça y est, enfin, après pas mal de coups de préparation, les blancs ont réussi à jouer B4. Alors ce qu'on peut dire peut-être, c'est que cette position nous a été suggérée par un abonné qui s'appelle Christophe Carbonnet, que l'on salue et que l'on remercie. Donc Christophe nous a envoyé cette position en nous suggérant de la présenter pour la tactique du jour. Mais alors déjà on s'est dit que la partie en entier était intéressante, pas seulement cette position. Et en plus on s'est dit que même pour une tactique du jour 4 étoiles, ce serait compliqué. Donc on a préféré le présenter sous la forme d'une partie commentée. Bon, Romu, ici, c'est difficile d'appeler ça une tactique. Hein. C'est long, c'est compliqué. Et finalement, c'est plus une aptitude à mener l'attaque intuitivement qu'un véritable calcul. Oui, c'est ça. Les variantes sont trop longues pour appeler ça une tactique. Si on avait présenté ça dans une tactique du jour, je pense qu'on aurait reçu des tomates. Donc là, ça se sent qu'il y a quelque chose parce qu'il y a trop de pièces qui sont amassées autour du roi blanc qui est vraiment tout seul. Mais c'est impossible. Je pense que Dvoiris n'a pas calculé tout jusqu'à la fin. C'est clair et net. Donc il y a pas mal d'intuition, même si tout est correct. Je pense qu'il a juste poursuivi son calcul au fur et à mesure que la partie avançait. Donc là, le coup qu'il fallait avoir vu et qui quand même intuitivement est assez envisageable, c'est le coup dame prend H2. Ouais. Qui va nous permettre d'enchaîner pas mal d'échecs et surtout d'aspirer le roi. Hein. On l'a vu d'ailleurs ce type de tactique dans
dans plusieurs tactiques du jour, dans différentes vidéos. Et donc c'est quelque chose, on va pas dire que c'est très courant de donner la dame pour aspirer le roi, mais c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré. La difficulté dans cette partie, c'est que les blancs peuvent nous mettre des bâtons dans les roues, ont pas mal de ressources défensives, et donc voilà, les blancs ne vont s'avouer vaincus qu'après une bonne dizaine de coups assez acharnés, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de possibilités pour les blancs, donc c'est ce qui nous fait penser que Dvoiris n'avait pas tout calculé, c'est juste impossible, mais bon, il a fait confiance à sa position. Bon, on peut dire aussi que Dvoiris c'est un joueur d'attaque, et donc voilà, comme Tal, comme Shirov, ces joueurs-là tentent des sacrifices en faisant confiance à leur intuition. Voilà, ce sont des joueurs au sens pur du terme, et donc voilà, peut-être que des joueurs un petit peu plus précautionneux n'auraient pas osé, peut-être qu'ils n'auraient pas obtenu cette position, mais n'auraient pas osé faire ce sacrifice-là. Alors voyons la suite. Tour H6, ça on s'en doutait un petit peu, on a dit qu'on voulait aspirer le roi, et ici la réponse des blancs est forcée, c'est fou H4, parce qu'après roi G3, ça Dvoiris l'a vu en une fraction de seconde, et vous aussi probablement, il y a un mat forcé, après F4, roi G4, cavalier F6 échec, le roi vient sur la 5e rangée, et on termine par tour H5, on va appeler ça une petite variante quasi triviale. Cependant, on n'est pas obligé de jouer roi G3, il existe un autre coup légal ici, qui est fou H4, qui habituellement ne change pas grand chose, on appelle ça des sacrifices inutiles si vous voulez, mais dans cette position précise, il y a une différence, c'est qu'après tour prend H4 et roi G3, on n'a plus le même mat tout simplement parce que notre tour est attaqué. Et donc il fallait avoir anticipé ça, et Dvoiris donc avait probablement vu jusqu'ici. Moi j'ai le sentiment qu'il s'est arrêté de calculer après G5 en se disant j'ai trop de pièces autour du roi adverse pour que ça ne gagne pas. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi, Romu? Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je pense que donc là il a joué G5 qui menace F4 mat. Honnêtement ça a l'air complètement fini. Ouais. Et de toute façon peut-être il a poussé un peu plus loin, mais je suis même pas certain. C'est juste ça a l'air complètement gagnant. On voit que il y a la tour en H4, les deux pions, le fou, les deux cavaliers qui peuvent aussi éventuellement participer à l'attaque. Le roi est tout seul. Donc il a juste imaginé qu'il n'y avait aucune chance que les noirs puissent s'en tirer. Ouais, et puis avec l'expérience, tu as donné raison. Donc, voilà, c'est quand même un joueur. Je connais pas son âge, mais ça fait très très longtemps qu'on voit son nom, on va dire, dans les très bons livres d'échecs. Et puis la sicilienne, quand on cherche des joueurs modèles dans la sicilienne, on tombe souvent sur le nom de Dvoiris. Donc, avec toute son expérience, avec son niveau échiquéen tout bêtement qui est relativement élevé, il a dû sentir que cette position était gagnante. D'autant que quand on commence à se mettre dans la peau des blancs, on se rend compte que pour ne pas se faire mater, il va falloir commencer à lâcher un petit peu de lest. Hein. Oui, il n'y a qu'un coup, pour parer la menace F4, c'est de jouer nous-mêmes F4. Exact. Donc c'est déjà pas le coup qu'on fait avec un grand plaisir. Donc là, bien sûr, les noirs jouent E prend F4. Pourquoi? Bien sûr, parce que ça libère la case de 5. Donc le cavalier D7 se frotte les mains pour intervenir, notamment par exemple si les blancs décidaient de faire roi F3 dans cette position, cavalier E5 ferait mat. Exactement. Donc il faut lâcher encore un petit peu de lest, et après avoir donné le pion F, il faut aussi donner la tour sur F4. Après quoi, Dvoiris a joué intelligemment ici avec tour prend F4. On aurait intuitivement voulu prendre avec le fou, ce qui est peut-être pas forcément un mauvais coup d'ailleurs, mais après roi F2, il y a moins de chances de réussir à mater l'adversaire, et probablement que les noirs ont toujours des compensations, mais on n'est pas sûr de pouvoir jouer pour faire mat. Alors qu'en prenant de la tour, on garde le roi bien au chaud sur l'aile roi, et on menace notamment un mat en 2 qui commencerait par fou F2 échec, et quand le roi devrait se retirer sur la colonne H, eh bien on terminerait le travail par tour H4, échec et mat. Donc tour prend F4, c'est une façon de couper la retraite du roi adversaire en mu. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est important, c'est que le roi blanc, est vraiment tout seul face à quand même quasiment toute l'armée noire. Il y a, on l'a dit, les deux cavaliers, la tour, le fou, les pions F5 et G5. Il y a même la tour en F8 qui peut éventuellement arriver via la case F6.
Donc l'important, c'est vraiment d'éviter de garder le roi dans cette zone de façon à ce qu'il ne s'échappe pas et ensuite il y aura certainement un mat à la clé. Ouais. Donc dans la partie, les blancs ont joué tour F1, si je ne me trompe pas. C'est ça. Il y avait peut-être un autre coup qui vient à l'esprit, c'est cavalier D1, justement pour essayer de dégager ce fou qui est quand même assez pénible depuis tout à l'heure. Mais le problème du cavalier D1, c'est que ça relâche le contrôle de la case E4, et donc après cavalier E4 échec, les blancs sont obligés de donner la dame, et du coup les noirs se retrouveraient avec une tour de plus. Voilà, on ne peut pas s'en aller parce qu'on est mat. Solution. Et donc effectivement, oui, comme tu nous le dis, on doit donner la dame, et désormais il y a une tour de plus, hein, je crois, pour les... Ouais, une tour et quelques pions de plus pour les noirs, donc évidemment c'est fini. Donc il joue le seul coup, tour F1, avec les blancs, qui lui permet de garder le contrôle de la case E4 pour éviter que le cavalier noir ne s'y rende, et qui lui permet de prendre le contrôle de la case F2 pour éviter le mat qui commençait, comme on l'a dit, par fou prend F2. Alors Dvoiris a éliminé cette tour qui était un renfort de luxe pour la défense, et il reste sur la même idée de bloquer le roi de l'adversaire avec maintenant un coup qu'il a fallu calculer, mais qu'il n'a pas calculé. Là, on peut en être quasi certain qu'il n'a pas calculé au moment de jouer dame prend H2. Hein. C'est au fil de l'eau qu'il trouve comment continuer l'attaque. Il joue ici cavalier E5. Donc il continue de sacrifier le cavalier B4, le cavalier C5, pardon, comme depuis quelques coups, mais sa grande priorité, on l'a déjà dit, c'est d'éviter que le roi ne puisse s'échapper de cette zone de la toile d'araignée là dans laquelle il est pris, et il ne reste plus que 3 pièces pour les blancs, pour les noirs pardon, aidés par les deux pions d'ailleurs en G5 et F5, mais face à un roi dépouillé, comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, ça va faire la différence. Alors on peut voir justement ce qui se serait passé si Koundin avait accepté le cavalier. Bon, il y aurait F4 certainement. Donc F4, on repousse le roi sur la colonne H avec deux possibilités. Si roi H2, bon, dans les deux cas, de toute façon, on va amener la tour. Ouais. Hein, mais voilà. Là, on sent qu'il faut faire intervenir du monde parce que le fou et le cavalier et les pions sont quand même pas suffisants pour attaquer le roi. Donc tour F6 menace subtilement tour H6 mat. Sur G3, il y aurait malheureusement pour les blancs, donc G3, l'idée étant de se donner la case de G2, mais la case G2 n'est pas vraiment une super case puisque après cavalier F3 échec, roi G2, il y aurait cavalier E1 qui ferait une petite fourchette assez désagréable. Exactement. Et si on ne joue pas G3, le problème c'est qu'on est pris dans un réseau de maths. Hein, donc finalement on n'a pas le choix, quoi. Ouais, ok. Exactement. Et voyons en cas de roi H3 ce qui pourrait se passer. Donc roi H3, c'est le même coup. Tour F6 réitère la menace de mat. Et si maintenant on joue G3 en se disant j'ai évité de me prendre un échec, par cavalier F3, eh bien c'est un autre petit détail technique qui va nous faire perdre la partie, c'est qu'après tour H6, roi G2 est forcé. Lorsque le roi était sur H2, tour H6 n'était pas suffisant, on a oublié de le dire parce qu'il y avait fou H3. Mais maintenant que le roi bloque son propre fou, il est obligé de venir en G2 et maintenant on a une coordination juste parfaite. Hein. Le fou prend les cases noires, la tour prend la colonne H, le pion fait mat parce qu'il est défendu par le cavalier. Donc une cohésion parfaite dans le peu de pièces restantes pour les noirs, mais c'est largement suffisant pour gagner la partie. Une autre défense, Romu, à laquelle on pourrait penser serait G4 pour donner encore un petit peu plus d'air au roi de l'adversaire, mais ça n'irait pas non plus. Ouais, un peu sur les mêmes idées, on va faire tour H6 bien sûr, roi G2, encore une fois F3, on continue les échecs bien sûr, roi G3, F4. Et là, autre détail technique, c'est que le roi, lorsqu'il vient sur la deuxième rangée, s'expose à une enfilade sur la case H2, et donc après tour H2 suivi de tour prend dame, les noirs se retrouveraient avec encore une fois une tour de plus. Donc, ouais, comme bien souvent lorsqu'on mène l'attaque et qu'on a investi du matériel, on ne va pas forcément gagner en faisant échec et mat, mais on va récupérer avec pas mal d'intérêt ce qu'on avait investi et ça va être amplement suffisant pour gagner la partie. Donc toutes ces petites variantes, encore une fois, Dvoiris n'a pas dû les calculer par A plus B, en tout cas ça nous semble très peu probable en pratique. Il ne faut pas oublier que là la pendule est en train de tourner, hein. C'est pas une partie par correspondance ou autre. Donc
Voilà, il faut suivre son instinct. Les joueurs de sicilienne comme les joueurs d'est indienne, tout à l'heure tu soulignais, Romu, les similitudes de cette position avec une est indienne, sont des joueurs quand même qui sont évidemment capables de calculer très loin, mais qui suivent aussi beaucoup leur intuition et qui savent faire confiance à leurs pièces lorsqu'elles commencent à bien se coordonner. Oui, exactement. Là, on voit très bien que les pièces noires sont juste parfaites. C'est un travail d'équipe, alors que les pièces blanches sont complètement disloquées aux quatre coins de l'échiquier. Ah, et puis le roi est faible. Ça, c'est... Oui, le roi bien sûr, est seul face à toutes les pièces noires. Donc, dans la partie, il a joué fou E2, notre ami Kundin. Et bien sûr, Dvoiris a ramené la tour F6. Et là, il y a encore plusieurs coups possibles, mais on va voir que les thèmes restent assez similaires à ce qu'on a déjà vu. Par exemple, sur un coup comme Dame D1, avec l'idée d'interposer le fou en H5 pour essayer de boucher l'action de la tour. Là, il y aurait le coup cavalier C D3, parce qu'on n'a pas trop parlé du cavalier C5, à part qu'il était en prise depuis quelques coups. Mais s'il peut lui aussi se joindre à la fête, il va évidemment pas rater l'occasion. Et donc à cavalier CD3, on menace certainement fou F2, suivi de cavalier F4 éventuellement. Par exemple, on sent que c'est complètement fini. Sur un coup comme roi H2 pour essayer de s'enfuir, maintenant le fou H5 se retrouve cloué, donc après G4, on va gagner ce fou, puisque on coupe la connexion entre la dame et le fou. Et donc ça serait juste terminé. Après G3, tour roi H5 et F4. Voilà, on amène du renfort sous la forme d'un pion, et en cas d'échange sur F4, après cavalier prend F4. Bon, il y a trop de pièces autour du roi qui n'est plus défendu par personne de toute façon, et quasiment forcé de faire mat ici. Enfin, c'est pas quasiment d'ailleurs, c'est forcé de faire mat, puisque sur roi G3, tour H3 mat, et sur roi F1, tour H1 mat, et à chaque fois, on va pas le répéter à la fin de chaque variante, mais les pièces noires sont mieux coordonnées. Donc dans la partie... Mais là, de toute façon, même matériel, excuse-moi de t'interrompre, mais juste, même matériellement, c'est tour et 2 pièces pour la dame quand même, dans la position qu'on a vue. Ouais. Donc c'est juste fini. Il y a l'attaque plus le matériel, c'est terminé. Ouais, tout va bien, ouais. Donc voyons la fin de l'agonie des Blancs. Il a commencé par fou H5. On retrouve cette idée de cavalier CD3. Et après cavalier E2 et tour H6, bon, il a préféré mettre fin à ses souffrances. Ce qui est instructif dans cette partie finalement, c'est que c'est difficile de souligner un mauvais coup des Blancs. On a vraiment l'impression que c'est la globalité de la stratégie des Noirs qui a été très efficace. Peut-être qu'on peut dire que les Blancs ont été un petit peu trop mous, mais ils n'ont pas si mal joué que ça finalement. Oui, mais en fait, ils se sont juste mal adaptés, je pense, au changement de structure qui est intervenu après l'échange en D5. Et on l'a dit, ça devient une course. Chacun a sa majorité de son côté. Et bien sûr, le premier qui met en marche la majorité va être capable de prendre l'ascendant sur l'autre. Et en fait, les Blancs ont juste été plus lents avec... ils ont dû remobiliser leur cavalier B3 sur D2, puis B1, puis C3, faire B3, puis A3. Ça prend quand même beaucoup de temps, alors que les Noirs, eux, ont juste eu à enlever le cavalier de F6, pousser le pion F, activer le fou par G5, et déjà, et après, la dame pouvait aussi intervenir sur l'aile droite par dame F6, dame H6. Et tout de suite, on voit qu'il y a un potentiel d'attaque qui est assez important en 4-5 coups. Alors que les Blancs ont mis énormément de temps pour seulement réaliser la poussée B4, ce qui est pas encore une menace si grave que ça de l'autre côté, quoi. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les Blancs sont en train d'attaquer à l'aile dame. Certes, c'est une attaque qui peut très bien fonctionner pour les Blancs, mais de l'autre côté, on attaque le roi. Donc voilà, c'est toujours délicat de dire B4, j'attaque un cavalier C5, ça va compenser l'attaque de mon adversaire. Bon, on l'a vu dans cette partie, les Noirs peuvent se permettre pas mal de choses, y compris sacrifier une dame, parce que leur objectif final, c'est de faire mat, tout simplement. Ouais, complètement. Tout à fait. Merci à toi, Romu. Et surtout, on va remercier Christophe, donc, qui
assez souvent, assez régulièrement nous a fait des suggestions très pertinentes, soit pour des tactiques du jour, soit pour cette partie par exemple. Voilà, c'est quelqu'un qui nous suit quasiment depuis le début. On l'en remercie pour à la fois pour sa fidélité, mais aussi pour le côté constructif, quoi, on va dire, de ses messages et de ses propositions. Donc, comme lui, n'hésitez pas à nous suggérer des positions qui vous semblent intéressantes ou que vous voudriez partager avec le plus grand nombre. Et dans ces cas-là, notre chaîne peut servir justement de mettre en lumière pour le plus grand nombre des positions que vous avez trouvées intéressantes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Échecs et Pédagogie. Au revoir, à bientôt.